Sageko. Présenté par Mathieu Takizala. Bonjour, bienvenue dans la chaîne francophone de Kinshasa et de l'économie. InfoSag avec l'émission économique de la chaîne Sageko. Sageko d'aujourd'hui, l'enseignant comme d'habitude, mais qui est vraiment aujourd'hui avec un sujet et qui est aujourd'hui en actualité dans toute l'Afrique francophone, les inflations. C'est monsieur Christian Tswapa, assistant à l'université catholique, je crois, et qui est là en train d'assister les étudiants pour comprendre un peu l'économie. Bienvenue dans cette chaîne francophone de Kinshasa, SAG. Merci, monsieur Mathieu Takizala. C'est pour moi un plaisir de découvrir la chaîne et puis de découvrir nos téléspectateurs qui auront l'occasion de nous suivre. D'entrée de jeu, j'aimerais bien corriger. Tswapa, c'est quelqu'un d'autre. Moi, c'est Christian Tswapa. Tswapa. Voilà. Ah oui, mais j'ai massacré le nom. Tswapa, je suis, comme vous l'avez dit, enseignant, assistant du professeur Noël. Et nous sommes dans plusieurs universités. Nous ne sommes pas fixés sur une université. Nous sommes à la fois à l'UPC. Là, on assure le cours de firmes multinationales. Nous sommes à la fois au Révérend Kim. Là, on a 3-4 cours. Et puis, nous sommes même en dehors de Kinshasa, université officielle de Mbujimayi, d'où nous venons. Et puis, l'université Notre-Dame de Kananga. Donc, on est un peu sollicité ici et là pour dispenser la connaissance que nous avons, que le professeur Noël détient. Et puis, moi, je suis derrière lui. Il y avait des ambitions nationales, donc vous étiez dans l'équipe pour diriger le pays. Bien sûr, bien sûr. Alors, pour diriger les pays, nous pensons qu'il ne faut simplement pas être président de la République lorsque nous avons concouru aux élections et on n'a pas gagné. Il faut s'investir dans la jeunesse. Chacun va mettre à la disposition de la jeunesse ses talents. Alors, c'est lui qui sait enseigner, il enseigne la jeunesse. C'est une manière de contribuer pour le pays. Alors, pour parler de Noël, il est quelqu'un qui a reçu une bourse de l'État zaïrois à l'époque. Il est parti étudier en France, aux États-Unis. Il a obtenu plus de 15 diplômes. Et après avoir obtenu ses diplômes, il a travaillé à JP Morgan et puis il a travaillé à la Banque mondiale pendant près de 30 ans. Là où il a représenté valablement le pays. Il a été directeur au Tchad, ici et là. Et donc, ce n'est pas de lui qu'on parle aujourd'hui. On parle de la science. De la science et puis le problématique de l'inflation. Et donc, voilà. Donc, mais dites-nous, qu'est-ce qui explique aujourd'hui ces pourcentages d'inflation en République démocratique du Congo? Elle est généralisée presque dans tous les produits de la vie nationale. Où on voit les inflations sont quand même à des pics où on ne comprend pas et ça freine, et surtout à une économie de consommation comme la nôtre. Alors, vous permettrez que je sois un peu pédagogique parce que je suis enseignant à la fois. Oui. Les étudiants auront l'occasion de me suivre. Et puis, d'autres personnes qui ne connaissent pas du tout l'économie. Voilà. Et donc, on est obligé de les niveler. L'inflation, d'abord, c'est un phénomène économique. Oui. Il faut qu'on retienne. C'est un phénomène économique. Et à ce titre, c'est une maladie économique qui frappe les économies, qui dérange les économies. Et dès lors qu'il y a un dysfonctionnement des structures économiques, et du coup, la conséquence, c'est que l'inflation. Alors, je peux comparer l'inflation comme une sorte de feu rouge. Et lorsque vous sentez qu'il y a feu rouge sur la voie, il faut s'arrêter, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Donc l'inflation, c'est une maladie qui tape sur les oreilles ou sur les yeux des dirigeants, tant économiques que politiques et administratifs, pour dire, voilà, attention, il y a un problème. Alors, un phénomène économique qui est réel. Alors, vous ne trouverez dans aucun pays le taux d'inflation zéro. Il y a toujours un minima de taux d'inflation. C'est pour ça qu'il y a carré logique de Calder. Parmi les objectifs de politique économique, il y a la stabilité des prix. Parce qu'il faut, pour tout un gouvernement, l'objectif de lutte contre l'inflation, parce que c'est une maladie permanente qui peut toucher l'économie à tout moment. Et c'est la maïstrie de chaque gouvernement qui arrive à maîtriser l'inflation. Donc, elle a plusieurs causes. Elle peut provenir des demandes. Elle peut provenir des anticipations des demandes. Je donne un exemple à la fin de l'année.
lorsque tout le monde s'en va au marché pour s'approvisionner et toutes choses restant égales par ailleurs, on sait que la quantité, lorsque la quantité reste invariable et la demande augmente, et du coup ça crée une tension inflationniste et ça peut être une cause tout à fait monétaire lorsqu'il y a la quantité de la masse monétaire qui excède sur le marché, donc le flux monétaire exagère plus que le flux réel et du coup il y a inflation. Ça peut être dû au coût. Vous êtes ici au niveau de votre chaîne et puis vous avez de matériel que vous devez importer de l'extérieur. Lorsque vous ramenez ici, lorsque le coût de ces matériels augmente et du coup vous aussi vous imputez cette augmentation-là sur votre produit, sinon votre service. Et ça peut aussi être, comme c'est le cas, peut-être, on va y arriver, le fait de la mauvaise gestion des finances publiques lorsque vous dépensez trop et vous jetez de l'argent dans de projets qui ne sont pas porteurs de croissance économique et donc il n'y a pas retour. Et du coup, conséquence, il y a inflation. Donc, voilà. Donc, vous expliquez que c'est de la RDC. C'est quel cas de figure, l'inflation de la RDC? Comment vous l'expliquez? Alors, il faut échelonner. Selon ma lecture, je pense que l'inflation récurrente depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a inflation importée. Par moment, nous avons des inflations importées. Par moment, nous avons inflation de coûts. Mais beaucoup plus, l'inflation qui perdure sur le marché, c'est l'inflation qui est due à la mauvaise gestion, à l'absence de rigueur, sinon de la bonne gouvernance des finances publiques. Et vous apprenez toujours, la Banque centrale a publié récemment les flux monétaires, les prédictions. Qu'est-ce que nous avons réalisé à partir du mois de juillet? Et on a commencé le mois de juillet avec des déficits budgétaires. Et donc, lorsque nous avons des déficits budgétaires, là, il faut se poser la question, comment est-ce qu'on finance ces déficits budgétaires? Et donc, il ne faut pas aller trouver la réponse ailleurs. Vous allez voir la réponse à cette question sur le marché. Vous verrez des tensions inflationnistes, vous verrez des tensions sur le taux de change, des pressions sur des taux de change. Et du coup, vous comprenez qu'il y a quelque part, ça ne va pas. Mais lorsqu'il y a l'inflation, ça veut dire que la consommation est réduite aussi, parce que ça augmente et ça freine aussi la petite économie structurelle qui est en République démocratique du Congo. Bon, écoutez. Les consommateurs ne consomment pas comme avant. Et qu'est-ce que, dans ces cas de figure, le pays peut faire ou les politiques publiques à caractère de l'économie peuvent agir comment? Parce que, logiquement, sans acteurs, sans agents économiques, le système est bloqué. Universellement, il est reconnu qu'une monnaie est soutenue par la production. Et dès lors que nous sommes une économie extravertie, nous sommes exposés. Dès lors que nous sommes une économie vulnérable, nous ne consommons presque pas ce que nous produisons et nous consommons ce que nous ne produisons pas. Nous importons plus que nous exportons. Nous consommons même des tomates, même parfums, même des stylos. Nous importons de l'extérieur. Et du coup, il faut s'attendre. Face à cette structure économique vulnérable, il faut s'attendre à des tensions inflationnistes. Si ça frappe la Chine, ça nous frappe. Si ça frappe l'Union européenne, ça nous frappe. Si ça frappe les États-Unis, ça nous frappe. Avec, je ne vais pas toucher la loi et tout. Ces systèmes économiques, à chaque fois quand il y a l'inflation, il y a des outils qui mettent pour compenser, essayer que ça soit, l'économie ne soit pas touchée. Mais est-ce qu'en République démocratique du Congo, depuis les années de Covid et puis jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que les politiques publiques ont mis en place destiné par rapport à cette pic inflationniste et qui est devenu alors, si je termine ma réflexion, c'est que la structure économique que nous avons aujourd'hui, c'est la structure coloniale. Ce qui veut dire, vous faites juste l'extraction. Et la transformation, c'est fait toujours ailleurs. Vous faites des extractions ici et puis vous envoyez l'or, diamant et tout ce que vous avez à l'extérieur. Ça crée de valeur de là-bas. Ça crée de l'emploi là-bas. Et on transforme ces mêmes biens et puis on nous ramène ces mêmes biens à un coût très élevé. Alors, la meilleure manière pour nous de lutter contre ces inflations, c'est de transformer notre structure. Il faudrait que ça progresse au fil du temps. Il faudrait que ça s'adapte au fil du temps. Il faudrait repenser la structure économique de notre pays,
inverser cette tendance, inverser cette structure, produire ici, produire localement, faire des efforts sur le plan industriel pour augmenter notre capacité de production afin que la demande soit égale à l'offre à l'intérieur avant d'aller vers l'extérieur. C'est là où le gouvernement, les gouvernements, j'ai dit au pluriel, qui se sont succédés, ont échoué. Ils n'ont pas réussi à transformer cette structure économique que nous avons trouvée de nos colons. Jusqu'aujourd'hui, Gécamine, Miba, toutes les sociétés qui sont dans les mines continuent à exploiter et à utiliser le même système. Tant que nous n'allons pas inverser cela, nous connaîtrons toujours les mêmes problèmes et les mêmes causes, produisant les mêmes effets. Et donc, nous allons produire toujours l'inflation. Ça c'est 1. 2. Nous devons orienter nos investissements vers des secteurs porteurs de croissance économique. J'aime bien cette rhétorique. À chaque fois, on nous dit les secteurs agricoles, c'est les secteurs prioritaires. Le secteur agricole, c'est les secteurs prioritaires. Mobutu disait agriculture, priorité des priorités. Kabila est venu, agriculture, la même chose. Le président actuel est venu, il a dit il faut que le sol prenne sa revanche sur les sous-sols. Et du coup, si vous allez voir, vérifier, la portion qui est affectée à l'agriculture, c'est minime. Je vais dire, ces scandales que nous apprenons, peut-être, sont plus que l'argent investi dans les secteurs agricoles. Et donc, nous devons investir pour transformer notre structure économique, transformer notre structure de production, commencer à produire ici à l'intérieur et nous allons baisser cette chanson de l'inflation sur le marché. Donc, la gouvernance. La deuxième chose, c'est la gouvernance. Je vous ai parlé parmi les causes ici, je vous ai dit, il y a les causes liées à la gestion des finances publiques. Lorsque vous jetez trop d'argent sur le marché, lorsque vous créez trop de francs congolais sur le marché, face à un stock ou à une quantité de devises qui ne varie presque pas, conséquence, notre monnaie se déprécie sur le marché. Et cette dépréciation-là sur le marché, puisque nous, importateurs, les entrepreneurs, ils achètent leurs histoires ou à Dubaï, à Turquie et ainsi de suite à l'extérieur, ils ont plus besoin du dollar que de francs congolais. Et donc, ils viennent exercer une pression sur le marché d'échange pour avoir des dollars et aller s'approvisionner. Quand ils ramènent leurs produits ici à l'intérieur, qu'est-ce qu'ils font? Ils fixent le prix, tenant bien sûr compte de leurs bénéfices, mais en faisant référence au dollar américain. Si bien qu'on peut vous dire, ceci coûte 30 000, mais ces 30 000 là, on a fait référence au taux de change. On a fait référence à, par exemple, 10 dollars. Et du coup, si les taux de change progressent, 1 dollar coûte 3 000 francs, on vous dit, ceci coûte 3 000 francs. Si 1 dollar coûte 3 200, on va vous dire, ceci coûte 3 200. Et donc, l'inflation, donc, le mesure du gouvernement se répercute. Si je comprends bien ce que vous êtes en train de dire, dans la chaîne francophone de l'entreprise et de l'économie, donc la décision que le gouvernement a prise récemment sur la protection de production locale, Maluku, nous voyons qu'il y a une usine qui est semée, on dit on ne peut plus importer de boissons par exemple sucrées, c'est dans la bonne lignée, comme vous dites. Oui. Alors, qu'il me soit permis de saluer d'abord les efforts qui sont fournis par le gouvernement et chaque membre du gouvernement, les efforts qui sont fournis dans la ZS, zone économique spéciale de Maluku. Là, on produit, je pense que ces efforts-là, qui sont conjugués aujourd'hui, rentrent tout simplement dans ce que j'ai dit, la transformation structurelle de notre économie. Je salue ces pas. Parce que s'il faut faire même un voyage de 1000 km, il faut commencer par un pas. Cela est un pas. Mais les mesures que le gouvernement a prises récemment, parlons-en. Déjà, parce que pour lutter contre ces variations dans la consommation, c'est ce que vous dites. Donc on voit qu'aussi le gouvernement, par entremise du professeur Daniel Mugoro Samba, où on dit voilà, 9 produits de grande consommation, il faut exempter un peu des taxes et parafiscales qui est à l'intérieur pour que, au finish, les consommateurs puissent quand même consommer ces produits pas avec des variants importants. Alors, ces mesures aussi, c'est bon pour vous? Alors, le mal de notre économie, sinon de nos dirigeants, c'est qu'ils amènent des réponses conjoncturelles aux questions structurelles.
ok, les mesures qui sont prises par le gouvernement, déjà, vous savez, vous êtes journaliste, vous êtes mieux informé que moi, que jusqu'à ce jour, ces mesures n'ont pas encore pris corps. Ça ne s'exécute pas encore. Déjà, nous continuons avec notre vie chère. Après, c'est une mesure conjoncturelle qui a peu de chances de réussir dans le court terme. Mais à moyen et à long terme, il faudrait réfléchir. Écoutez, vous avez exempté 9 produits. Mais est-ce que nous ne consommons que ces 9 produits? On dit que c'est des fortes consommations. Mais oui, mais on a dit, remarque dans le système de consommation locale. Oui, on a dit des fortes consommations. Ouais. Ok, on est d'accord. On va faire des subventions, des exemptions, on va épargner de taxes, de fiscalité, de parafiscalité sur un certain nombre de produits. Mais on le sait que ça aura des conséquences sur les budgets nationaux. Il faut apporter un collectif budgétaire pour amener les budgets au rabais, parce que c'est de l'argent que vous retirez du budget prévu en exonérant ces entreprises-là. Deuxième de choses, est-ce que nous avons suffisamment des inspecteurs économiques qui peuvent descendre sur le marché pour vérifier la véracité de prix, que le prix qui devait être appliqué est appliqué à Kabe et à Kamwanga, est appliqué, parce que c'est une mesure nationale, oui, est appliqué à Mbandaka et à Koma, est appliqué à Businga, est appliqué à Aru, et est appliqué à Goma, est appliqué à Beni, et ainsi de suite. Est-ce que nous avons suffisamment des inspecteurs qui vont faire ce travail de suivi? 3. Bien évidemment, je mets entre parenthèses avec ces risques de corruption. Avec ces risques de corruption, lorsque vous venez vérifier des stocks, on vous dit que nous avons autant de stocks alors que ce n'est pas vrai. Lorsque vous voulez vérifier, on vous glisse une enveloppe en bas. Est-ce qu'on aura assez de patriotes? Ça, c'est des 2, 3. Nous avons épargné des produits importés. Mais cependant, ce n'est pas seulement des produits importés qui posent problème, qui coûtent cher ici à Kinshasa, bon Dieu. Même des produits qui sont produits ici localement. Je vous donne un exemple. Je ne sais pas, vous n'êtes pas une femme, mais il faut poser la question à madame. Bottes de légumes coûtaient combien jadis et aujourd'hui ça coûte combien? Ça ne mérite pas une attention. Le sel, les piments, sardines, l'omelette et ainsi de suite, ça ne mérite pas une exonération ou une mesure? Alors, on a exonéré les importateurs, des grands importateurs si vous voulez, mais des petits entrepreneurs ici à l'intérieur locaux. Quelle est la mesure qu'on a prise parce qu'on consomme aussi leurs produits? Quelle est la mesure ou sinon les mesures qu'on a prises pour le gouvernement devait faire quoi? Mais il faut concrètement, il faut rallonger, parce qu'il y aura à la fin de compte, il y aura ce qu'on appelle en économie l'effet boomerang. C'est-à-dire avec le temps, ces mesures, nous allons voir que ça sera inefficace, parce que ce n'est pas la première fois qu'on prenne ces mêmes mesures. Vous vous rappelez, Vital Kamerhe a annoncé ces mêmes mesures, et jusqu'à ce qu'il est parti, ces mesures n'ont jamais été mises en application. Et aujourd'hui, Daniel Mukoko Samba semble reprendre les mêmes mesures. Alors, concrètement, ce qu'il faut faire, il ne faut pas combattre des questions structurelles avec des réponses conjoncturelles. Aux questions structurelles, des réponses structurelles. Et c'est comme cela qu'on luttera contre la vie chère. Parce qu'aujourd'hui, sur le marché, sur 100% des produits que nous consommons 90% des produits qui sont importés. Dites-moi, comment est-ce que nous aurons une économie stable? Comment est-ce que nous aurons une économie, allez, on va dire, avec un taux d'inflation réduit? Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, la Banque centrale, qu'est-ce qu'elle fait? Parce que la question monétaire est d'autant plus grave. La Banque centrale, l'article 176, si ma mémoire est bonne, ou soit 75 de la Constitution dit, elle est l'autorité monétaire. Et aujourd'hui, regardez comment la monnaie se comporte sur le marché. Alors, même si on prend la mesure de réduire les prix d'un certain nombre de biens, mais dès lors que notre monnaie va continuer à perdre sa valeur, ces agents économiques seront obligés d'ajuster, n'est-ce pas, leurs prix? Et du coup, lorsqu'ils ajustent leurs prix, est-ce qu'on a vraiment véritablement lutté contre la vie chère? Il faut une cohérence. Comment vous expliquer le couloir de l'informel? Parce qu'on dit aussi la spéculation est parmi les instruments qui fait que le flambé soit dans le système économique congolais. Mais oui,
lorsque je parle de transformation structurelle, je parle de ça. Au lieu de concentrer la pression fiscale sur un nombre réduit des agents économiques, sur une assiette réduite des agents économiques, notre gouvernement ferait mieux d'élargir d'abord l'assiette fiscale, d'inclure ces secteurs informels. Aujourd'hui, ils sont nombreux. Aujourd'hui, notre économie, selon d'autres études, survit on va dire, à une forte capacité de résilience parce que au moins 70% de ce qui constitue leur tissu sont en informel. Mais si on arrive à réguler, qu'on réduit ou on inverse la tendance que 70% de ce qui constitue le tissu économique de notre pays est dans le formel. Mais alors, avec cet environnement toxique aux investissements, alors, est-ce que le gouvernement investit? J'étais en train de parler de la Banque centrale comme étant l'autorité monétaire. Quelles sont ses interventions? Aujourd'hui, nous comprenons que les voies de transmission des politiques monétaires utilisées par la Banque centrale sont bouchées. Vous avez appris qu'on a reconduit les taux directeurs à 25%. Je vais vous balancer un article que nous avons rédigé en propos. Nous avons fait une étude comparée des taux directeurs des pays qui nous entourent et même de l'Union européenne. C'est de la République gabonaise, c'est de combien? Mais oui, c'est 6, voilà, 6. Le Congo d'en face, c'est 4 environ. 4. L'Angola, c'est à combien? C'est 3. Et puis, on va se rendre compte qu'ici, notre taux directeur, c'est à 25%. Pourquoi? Parce que la Banque centrale estime qu'en augmentant ces taux directeurs à 25%, on va réussir à éponger la quantité de francs congolais sur le marché. On va réussir à faire pression sur le marché. Mais regardez la contradiction. La Banque centrale a dit il n'y a pas longtemps qu'il fallait que les TP soient paramétrés en dollars. Il fallait payer tout en francs congolais. Il ne fallait plus qu'on ait des TP en francs congolais. Mais écoutez, lorsque notre gouvernement a vendu les bons du Trésor ici, ils ont vendu il n'y a pas longtemps. À combien? Mais mais 31, je ne sais pas, 139 millions. Mais ils ont fait ça en dollars. Ils n'ont pas vendu en francs congolais. Et avec combien? Un taux d'intérêt de combien? De 9% l'an. Cela veut dire ceci, que ces banques-là, au lieu de vous prêter à vous, pauvres citoyens, à un taux de 5 ou à 6, ben oui. Mais oui, c'est en dollars. C'est en dollars. Un peu obligataire en dollars. C'est en dollars. C'est pas en francs, c'est en dollars. Vous pouvez vous renseigner sur le site du ministère de Finances. Alors, j'étais en train de déplorer les taux. C'est très élevé, 9%. Et donc, ces banques ici, au lieu de prêter à ces jeunes Congolais qui sont dans l'entrepreneuriat à un taux modique de 6-5%, alors lorsque vous leur proposez 9%, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne vont pas prêter de l'argent à l'économie. Elles ne vont pas refinancer l'économie convenablement. Elles prennent leur argent pour venir faire ces placements au niveau du gouvernement. Avec le bon trésor. Les bons du trésor. Et donc, 9%? 9%. Et donc, lorsque vous regardez les bilans des banques, vous allez constater que ces banques congolaises ici, elles font de moins en moins de crédits, mais elles font plus d'autres activités, notamment les placements. Alors, un autre problème monétaire dans notre pays. Aujourd'hui, la Banque centrale, ce n'est plus un secret de polichinelle. On accorde aux banques commerciales. À combien? À 25? Non. Je parle plus de taux directeur. J'ai dépassé cette étape, mais je vais dire, on accorde les banques commerciales l'autorisation d'importer les dollars. Alors, mais ça, c'est grave. Alors, lorsqu'on accorde ces banques commerciales l'autorisation d'importer le dollar, on n'est plus en mesure de contrôler la masse monétaire qui est en circulation sur le marché en devise. Le balance des réserves d'échange était à 5 milliards. Qu'est-ce qui représente maintenant aujourd'hui cette réserve d'échange? Écoutez, réserve d'échange, j'ai appris que ça a progressé à 6 milliards. Mais 6 milliards, qu'est-ce que ça représente pour l'économie de la RDC? Je veux bien être modéré, que c'est un niveau jamais atteint et nous sommes en train de progresser. Mais il faut que ces réserves d'échange nous aident à stabiliser la monnaie sur le marché parce qu'on les dit pas trop et on les dit pas assez. Le vrai problème du glissement du taux d'échange
le vrai problème du glissement du taux d'échange le vrai problème plutôt de la vie chère sur notre marché intérieur, c'est le glissement continu du taux d'échange. C'est la dépréciation continue du pouvoir d'achat ou de francs congolais face au dollar. Mais quelles sont les solutions, quels sont les remèdes selon vous? Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui pour que la monnaie locale puisse avoir des muscles d'agir sur le système économique congolais? Je venais de dire, la première des choses, une monnaie soutenue par sa production. Nous devons produire à l'intérieur ce que nous consommons. Ceci implique que nous aurons de moins en moins besoin du dollar pour aller importer les matières premières ou les matières de consommation que nous avons. L'État perd à peu près 2 milliards de dollars par an ou par mois, juste pour les importations. Et du coup, si nous réduisons ces importations-là à un certain niveau, et du coup, nous aurons une marge de manœuvre pour stabiliser notre monnaie sur le marché. Deuxième, c'est que aujourd'hui, on se rend compte, j'étais en train de le dire, que le voie de transmission de la politique monétaire sont bouchées. Dans d'autres économies, si le taux directeur était à 25%, je pense que la monnaie allait se discipliner sur le marché. Mais jusqu'aujourd'hui, on constate que notre monnaie n'a toujours pas de discipline sur le marché, c'est toujours pas stable. Aujourd'hui, si vous sortez, vous verrez que le taux de change a continué à varier. C'était à 28, maintenant la tendance est 28,5, 28,3, 28, ainsi de suite. Donc, le franc congolais continue toujours à se déprécier. Du côté de la Banque centrale, il faut une restructuration. La télé, c'est le temps, cher Christian. Je vais chuter. Je vais chuter en On va revenir la semaine prochaine. Revenons. Voilà. Mais il faut récapitaliser la Banque centrale, donner à la Banque centrale les possibilités d'intervenir sur le marché. Parce qu'en réalité, elle n'en a pas. Elle a des réserves d'échange, mais ce n'est pas ses moyens. Aujourd'hui, elle ne peut pas se réveiller aujourd'hui et puis intervenir sur le marché pour calmer la tension inflationniste. Mais si elle a de l'argent, si elle-même elle a le pouvoir, elle a un capital, elle peut intervenir sur l'argent et elle sera l'autorité monétaire. Elle n'est plus indépendante depuis un temps. La Banque centrale doit être... Elle est souveraine. Oui, ça c'est la rhétorique, mais dans la pratique, la Banque centrale n'est pas indépendante. Vous n'avez qu'à voir ce que nous lisons tous sur les réseaux. Et vous comprendrez qu'à un certain moment, la Banque centrale est, on dirait, un agent. Ou un agent du ministère des Finances qui dépend du ministère des Finances, des ordres et des injonctions du ministère des Finances, alors que la Banque centrale, dans ses attributions, elle est censée être indépendante dans l'exercice de ses fonctions de réguler la politique monétaire sur le marché. J'ai lu avec amertume la loi qui distribue les attributions, et parmi les attributions qu'on confie au ministère des Finances, je vois la conduite de la politique monétaire. J'ai mis mes 2 mains sur la tête. Je vais vous envoyer les documents. J'en ai. J'ai mis mes 2 mains et la semaine prochaine, j'ai mis mes 2 mains. J'ai mis mes 2 mains de la banque sur la tête. Voilà. Donc, en tout cas, nous vous remercions, cher Christian. C'était vraiment une émission. On va revenir. Le caméra est là et moi placé sur les internautes qui vous suivent, y compris les francophones, parce que vous savez, les agents sont partout, hein, même dans l'arrière-pays, y compris dans des grandes capitales. Et nous sommes déjà presque à la fin. Alors, je vais dire l'environnement économique, puisqu'on a parlé de l'inflation. L'environnement économique mérite une stabilité macroéconomique. Et parmi les éléments de stabilité macroéconomique, il y a la stabilisation du taux d'inflation. Dès lors que le taux d'inflation n'est pas stable sur le marché, et donc vous pouvez faire vos business, mais vous avez moins la chance de réussir, sauf si vous avez des grands investissements. Si vous avez moins d'investissements, vous n'allez pas réussir. Au gouvernement d'investir dans des secteurs porteurs de croissance économique, parce qu'en investissant dans ces secteurs, 1, ça crée de l'emploi, et 2, ça crée plus de production, et ça nous aide à inverser cette tendance de dépendre totalement, sinon, d'avoir une économie complètement extravertie. Et nous déplorons. Merci beaucoup, cher Christian. La semaine prochaine, c'est moi qui vous remercie. On parlera de quoi? Alors, je vous enverrai le thématique et la rédaction va décider. La semaine prochaine, je serai disponible. Voilà, vous serez là et on va continuer avec cette lignée de la chaîne francophone de l'économie de Kinshasa, la première démographie francophone, la République démocratique du Congo. Je vous remercie et je vous en félicite. On n'a pas beaucoup trop de chaînes qui ne parlent que de l'économie. Ça, c'est une première, je découvre. Et donc, j'en ferai ma maison. Merci, c'est gentil. Et nous n'oublions pas les techniciens. L'équipe technique nous a garanti cette émission, SAG Echo. Pour les acteurs, si vous voulez être à l'espace
ici, que nous puissions vous recevoir comme l'assistant Christian. En tout cas, nous sommes là. Contactez-nous sur les plateformes digitales. Et puis, nous n'oublions pas toute l'élite économique du monde et même les recteurs des universités. Et c'est une émission à analyser. Je félicite le DG de l'IEC qui envoie beaucoup de professeurs qui sont en train de venir ici. Pourquoi pas l'INIKIN? Voilà. Merci. La semaine prochaine. Merci. Au revoir. SAGECO. Présenté par Mathieu Takizala.